Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance du Conseil de la Ville de McMasterville. Nous sommes le 5 février 2024, il est 19h02. Avant de procéder à l'ouverture de la séance, j'aimerais vous faire part de quelques points d'information. Alors, compte thématique de la Saint-Valentin aura lieu samedi le 10 février à 9h30. C'est au pavillon des loisirs pour les enfants de 3 à 8 ans. La lecture du conte sera suivie d'un bricolage. Cette même journée, pour les enfants de 8 à 12 ans, aura lieu un atelier de diamond painting au coût de 10 $. Il est important de s'inscrire pour ces deux activités. L'inscription est offerte en ligne sur notre plateforme. Visitez notre site Internet pour tous les détails. La grande fête familiale Plaisir d'hiver aura lieu samedi le 17 février de 13h à 16h au parc Gilles Plante. La programmation est disponible sur notre site Internet dans la section événements. Nous vous attendons en grand nombre. Les membres du conseil municipal y seront pour vous accueillir. Atelier de lâcher-prise et compétition amicale de sculpture sur glace. Dans le cadre des activités de plaisir d'hiver, vous êtes invité à vous inscrire à l'atelier de lâcher-prise. Il s'agit d'un atelier d'écriture et une activité de marche pleine conscience en raquette dans les sentiers du parc du Ruisseau Bernard, suivi d'une séance de tai chi sur le site enchanteur de notre classe nature. L'atelier aura lieu samedi le 17 février à 14h. Essai de fat bike. On vous invite à réserver dès maintenant votre essai gratuit pour une balade de 60 minutes en fat bike en collaboration avec Bruno Vélo. Cette activité aura lieu dimanche le 18 février entre 10h et 16h. L'inscription doit se faire en ligne sur notre site Internet. Offre d'emploi d'été, puisqu'il faut déjà planifier maintenant pour cette saison qui s'en vient à grands pas. Les différents emplois d'été sont maintenant affichés sur notre site Internet dans la section Offre d'emploi. Plusieurs postes sont disponibles tant pour le camp de jour ensoleillé, la piscine municipale, la surveillance de parc ainsi que l'entretien des bâtiments municipaux. Disco Patin, donc, suite au succès que nous avons connu vendredi dernier, nous réitérons avec une nouvelle soirée. Pardon? Il n'y a pas de micro. C'est pour la captation vidéo. Je vais tenter de parler plus fort. C'est une problématique qu'on nous a soulevée. Nous travaillons à la résoudre. On n'a pas été en mesure de le faire là, pour cette séance, mais ça sera fait dans les prochaines. Donc, je vais tenter de parler plus fort. Alors, Disco Patin le vendredi 16 février. Venez patiner en compagnie de ceux que vous aimez au son des meilleures chansons d'amour. C'est un rendez-vous de 19h30 à 21h à la patinoire couverte. Prochaine séance du conseil municipal, donc, elle aura lieu le 18 mars prochain. Donc, c'est toujours le lundi à 19h. Il est possible de nous faire parvenir vos questions à l'avance directement sur le site web de la municipalité. Et je vous rappelle qu'il est toujours possible de visionner la séance du conseil sur le compte YouTube de la ville de McMasterville. Donc, avant d'aller plus loin, nous avons appris aujourd'hui le départ à la retraite de M. Jocelyn Bisson, qui est brigadier scolaire depuis quelques années à la ville de McMasterville. M. Bisson a su se démarquer par sa joie de vivre, son sens du devoir bien fait, l'importance qu'il accorde à la sécurité des enfants, mais aussi à toutes les personnes qu'il croise sur sa route. Il salue et félicite les conducteurs qui s'immobilisent à leur intersection. De nombreuses publications d'hommage à M. Bisson ont été publiées sur différents groupes Facebook. Il ne laisse personne indifférent. M. Bisson a décidé de prendre du temps pour lui et nous lui souhaitons de continuer d'embellir la vie des gens qui l'entourent. Il nous manquera assurément, de même qu'à de nombreux parents, enfants, conducteurs et passants. Il a su faire sa marque et apporter de la joie pour plusieurs. Nous vous invitons à venir commenter la publication sur son sujet sur la page Facebook de la Ville. Tous les commentaires et les bons mots lui seront remis en main propre. N'hésitez pas à le saluer ou à prendre quelques minutes pour discuter avec lui encore pour quelques jours à l'intersection des rues Bernard-Pilon et FX Garneau. Alors, M. Bisson, au nom du conseil municipal, merci beaucoup pour ces années
de dévouement pour les enfants à la ville de McMasterville. C'est très apprécié. Votre passage parmi nous a été très certainement remarqué. Point d'information, nous avons été questionnés dans le passé à savoir quels étaient les citoyens qui ont été sélectionnés pour le comité de relations citoyennes là, concernant le projet Nordvolt. Premièrement, je dois vous dire que nous avons reçu 58 candidatures pour ce comité. La sélection s'est faite au cours du mois de décembre dernier en se basant sur plusieurs critères. Donc, on voulait avoir des gens de tous les secteurs de la municipalité. Nous souhaitions avoir une parité hommes-femmes, une variété d'expériences professionnelles également sur ce comité. Alors, les membres qui ont été sélectionnés sont les personnes suivantes. Monsieur Bader Assouli, Madame Guylaine Beauchesne, Madame Marie Beauregard, Madame Joëlle Bérubé-Dufour, Madame Andréane Brousseau, Monsieur Daniel Bustamante, Monsieur Maurice Dupont, Madame Élise Lecomte, Madame Isabelle Plante, Monsieur Richard Vinet, et on compte également les citoyens Christian Tétrault, Monsieur Stéphane Beauregard, et du côté de l'administration municipale, Monsieur Sébastien Gagnon, directeur général, Madame Marie-Pierre Tremblay, directrice des services de l'urbanisme et du développement durable, moi-même, Martin Dulac, maire, M. Robert Pelletier, conseiller, et M. Frédéric Lavoie, conseiller. Donc, au départ, nous souhaitions retenir les candidatures de 4 personnes, mais étant donné l'engouement qu'il y a eu pour le comité, nous avons élargi la participation citoyenne à 12 citoyens. Donc, une première rencontre de ce comité a eu lieu le 19 décembre dernier. Lorsque le procès-verbal aura été entériné par le comité, il sera également rendu accessible au public pour consultation. Alors voilà, ça fait le tour des différents points d'information. Alors maintenant, j'accepterai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour puisqu'il n'y a pas de modification. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon. Et je vais l'appuyer. Et appuyé par Mme Sincan. Ça nous amène à notre première période de questions. Si vous permettez, on commencerait par les questions qui nous ont été posées en ligne et ensuite, j'inviterai les gens qui ont des questions dans la salle à s'avancer au micro. Alors, Maître Bédard, nous avons reçu des questions en ligne. Oui, nous avons reçu 4 questions de M. Louis-Alexis Laperle. Sa première question, j'aimerais connaître l'agenda quant aux travaux prévus sur le boulevard Constable afin de sécuriser la voie ainsi que de développer le transport actif en 2024. Quand est-ce que les travaux débuteront et quand se concluront-ils? Jusqu'où ira la piste cyclable prévue qui longera le cimetière? Est-ce qu'elle s'arrêtera simplement au niveau de la rue Albert Gamble ou un projet plus ambitieux est prévu afin de relier McMasterville à Saint-Basile-le-Grand? Alors, concernant l'agenda des travaux pour la piste cyclable sur le boulevard Constable et W. McMaster, donc le contrat va être accordé ce soir. Et donc, pour éviter tout conflit là, avec les déplacements des élèves qui se dirigent vers l'école La Farandole en période scolaire, les travaux sont prévus durant la période estivale, donc après le 24 juin. Ils seront d'une durée de 45 jours de mémoire, là. C'est exact, Monsieur le directeur général, merci. À l'heure actuelle, donc, on parle de travaux de sécurisation, d'interventions ponctuelles qui auront lieu tout au long du boulevard Constable, entre autres pour fermer là, certaines ouvertures dans le terre-plein. Également, on parle de l'ajout d'intersections surélevées. On parle de modification de la géométrie de certaines intersections et on parle de l'ajout d'une piste cyclable, donc entre la rue Peter et la rue W. McMaster. Donc, à l'heure actuelle, nous avons un trottoir, nous avons un corridor scolaire là, qui se retrouve à la même hauteur que la chaussée. Donc, tout ça va être retiré. On va avoir une piste cyclable multifonctionnelle en site propre. Donc, ça va améliorer la sécurité des déplacements des élèves vers l'école La Farandole. Également, il y aura l'ajout d'une piste multifonctionnelle sur la rue W. McMaster et Albert Gamble, donc pour relier le boulevard Constable et le parc des élus.
Donc, également, là, tout ça est dans le but là, d'ajouter à la sécurité des déplacements de nos plus petits. Ça sera fait cet été. Donc, tous ces travaux-là là, seront faits par le même entrepreneur là, et le contrat est accordé là, plus loin dans la séance aujourd'hui. Alors maintenant, pour ce qui est d'un projet plus ambitieux pour se rendre vers Saint-Basile-le-Grand, ça ne sera pas dans le cadre de ces travaux-là. On a toujours l'objectif de se lier avec Saint-Basile-le-Grand via la route 223, mais ça va être dans une autre phase. Sa deuxième question, j'aimerais savoir si vous êtes au courant des dates et heures des séances d'information prévues au sujet du projet Nordvolt de la part du gouvernement du Québec. Les gens veulent savoir ce qui se passe et surtout comment l'attribution du site actuel acheté par Nordvolt s'est déroulée. Comme aucune étude environnementale indépendante n'a eu lieu, les gens sont en droit de se poser des questions quant au processus de sélection du site ainsi que des impacts majeurs auxquels ils feront face dans les 10 prochaines années. Malheureusement, le gouvernement du Québec devra faire face aux désaccords grandissants de la population face à l'opacité de sa gestion. En tant que citoyen du Québec qui se voit le rouleau compresseur des multinationales s'empresser d'acheter nos terres, je me dois de soulever ces questions. Finalement, je compte sur vous, mon conseil municipal, afin d'utiliser de façon rigoureuse tous les leviers possibles pour empêcher ce qu'on appelle la transition énergétique, que cette transition énergétique-là ne devienne que de rapides occasions d'affaires pour les municipalités afin de contrôler leurs dépenses. Alors, c'est tout chaud, là. Les séances d'information du gouvernement du Québec auront lieu les 28 et 29. Restera à préciser là, lesquels auront lieu à McMasterville et à Saint-Basile là, et à quelle heure et à quel endroit ça aura lieu exactement. Mais on a déjà identifié ces deux dates-là. En fait, c'est le gouvernement du Québec qui a identifié ces deux dates-là pour la tenue de ces séances d'information, donc les 28 et 29 février prochains. Maintenant, le processus de sélection du site, bien, je pense que j'ai eu l'occasion de m'exprimer à maintes reprises là-dessus. Ce qui justifie le choix du site ici à McMasterville et Saint-Basile-le-Grand, bien, la première des choses, c'est un site industriel de grande ampleur dans la grande région de Montréal. Il en reste très peu. C'était une des conditions. La deuxième, proximité d'une source d'eau, donc la rivière Richelieu. La troisième, possibilité d'utiliser le transport ferroviaire. La quatrième raison est la proximité d'une ligne électrique à haute tension qui se trouve du côté de Saint-Basile-le-Grand. Et la cinquième raison, c'est la proximité d'un bassin de main-d'œuvre important. Donc, il y a 5 critères qui justifient pourquoi Nordvolt s'est arrêté sur le site de McMasterville et Saint-Basile-le-Grand. Et en regard de ces critères-là, il n'y a pas d'autres sites au Québec. Donc, c'est le seul qui répond à ces critères-là. Les autres sites qui étaient évalués par Nordvolt étaient au Michigan et dans l'État de New York. Alors, voilà pour l'ensemble des questions. La troisième question, il aimerait savoir ce que vous savez au sujet du plan de compensation suite à la destruction des milieux humides sur le terrain de Nordvolt. Avez-vous de l'information concernant les 3 ans dont la compagnie disposera pour compenser la perte de ses habitats naturels? Est-ce que vous accepteriez que Nordvolt utilise des terres agricoles au sein de la ville, par exemple des érablières, afin de reproduire des milieux humides? Avons-nous encore à McMasterville des terrains disponibles si Nordvolt vous demande de compenser sur notre territoire? En fait, ce qu'on a comme information, c'est ce qui a été publié par le ministère de l'Environnement. Donc, la première des choses, le site au complet qui a été acquis par Nordvolt représente 170 hectares. Sur ces 170 hectares, il y en a 50 qui vont être protégés. Donc, on parle d'environ 30 du site qui ne sera pas touché. Ensuite de ça, le gouvernement demande une compensation financière, donc au fond, là, pour la création de nouveaux milieux humides. Je pense qu'on parle d'un montant de près de 5 millions de dollars. Et en plus de ça, le ministère de l'Environnement exige que Nordvolt fasse l'acquisition d'un autre terrain de 30 à 50 hectares pour recréer des milieux humides. Donc, on n'a pas de tel terrain à McMasterville de cette ampleur-là. Même en zone agricole, on n'a pas ça chez nous. Donc, nécessairement, ça va se passer ailleurs. Souhaitons que ce soit le plus près possible. Je pense que c'est aussi l'intérêt du ministère de l'Environnement que ça se passe là, dans un rayon du site qui soit quand même à proximité, mais tout dépendamment également là, de la disponibilité des terrains. L'entreprise a 36 mois
pour faire l'acquisition de ce site-là et recréer des milieux humides. Donc, la démarche est en cours. Là, on n'a pas plus d'informations là-dessus. Maintenant, pour ce qui est du territoire agricole, on sait que c'est aussi un enjeu, la protection du territoire agricole. Donc, il ne serait pas souhaitable là, d'acquérir des terres qui sont en culture pour recréer des milieux humides. Je pense qu'on viendrait créer un autre problème. Je ne pense pas que c'est l'objectif là, de l'entreprise à ce moment-ci. Sa dernière question, c'est que nous avons constaté via les médias de Saint-Basile-le-Grand qu'un ou une biologiste travaillait constamment, probablement 8 à 10 heures par jour, sur le site de Nordvolt afin d'assurer que la faune serait le moins possible dérangée par la déforestation du site. Qu'en sera-t-il lorsque les travaux toucheront la portion du terrain située sur le territoire de la ville de McMasterville? Aurons-nous également droit à un ou une biologiste afin de surveiller les travaux ou bien ce budget appartient uniquement à la ville de Saint-Basile-le-Grand? Si oui, connaissons-nous déjà son nom? Sinon, quand sera-t-il divulgué? En même temps, j'ai une question concernant l'agenda d'aménagement déboisement de la portion du site qui est à McMasterville. Est-ce que le déboisement a lieu présentement ou bien y aura-t-il lieu prochainement? Quelles sont les étapes ou certificats restants à officialiser de votre côté? Donc, 2 éléments concernant cette question-là. Par rapport aux biologistes, oui, il y aura un biologiste qui va accompagner là, les gens qui font les travaux, comme c'est fait du côté de Saint-Basile-le-Grand. Donc, la présence du biologiste est requise pour l'ensemble du site, que ce soit à Saint-Basile ou McMasterville. On ne connaît pas son identité. Là, c'est quelqu'un qui est embauché là, par un sous-traitant d'un Nordvolt, là, qui est le centre de valorisation du bois urbain, si je me rappelle bien. Maintenant, pour ce qui est du déboisement à McMasterville, ce n'est pas commencé. On n'a pas émis de permis à cet effet-là à ce moment-ci. Ça aura probablement lieu dans les prochaines semaines. Donc, lorsqu'on aura une demande à cet effet-là, ça va suivre son cours là, via l'administration municipale. Si tout est conforme en fonction de la réglementation, les permis seront émis à ce moment-là. Ce qu'on sait, c'est que le certificat qui a été émis par le ministère de l'Environnement, lui, couvre l'ensemble du site. Donc, il est valide autant pour Saint-Basile-le-Grand que McMasterville. Donc, ça complète pour les questions en ligne? Très bien. Alors maintenant, s'il y a des questions dans la salle, je vous inviterai à vous avancer au micro, s'il vous plaît, pour la captation vidéo. Simplement appuyez sur le bouton pour activer le micro et je vous demanderai de vous présenter, s'il vous plaît, et d'indiquer votre adresse. Lucie Lamontagne, 830 Bernard Pilon. Bonsoir, Madame Lamontagne. Bonsoir, Monsieur le maire, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers. Alors, j'ai quelques questions un peu plus pointues pour lesquelles, malheureusement, je dois me tourner vers le conseil municipal de la ville de McMasterville parce qu'on n'arrive pas à obtenir les informations via le ministère de l'Environnement. Puis j'ai des préoccupations plus pointues. Le premier, c'est l'îlot de chaleur qui va inévitablement ressortir de la présence de l'usine. On sait que pour l'eau qui va être pompée de la rivière, qui va servir au refroidissement, il va y avoir des bassins de rétention pour arriver à une température assez proche pour le retour vers la rivière. Mais en aucun cas, je n'ai vu aucune information qui a rapport à ça pour notre secteur et ça va être un îlot de chaleur très important. En Suède, ça a été regardé et la population a pu le savoir d'entrée de jeu avant les travaux. Je pense que la population de McMasterville a droit à cette information-là rapidement, considérant qu'il y a 2 CPE qui sont déjà attenantes au site et une résidence de personnes âgées qui souffre déjà considérablement des effets de la chaleur augmentée dans notre secteur. Et tout le boisé étant rasé, on s'entend dessus que ça va avoir des effets très importants pour cette population-là. Ça, c'est un point que j'aimerais vraiment que le conseil municipal informe avant le comité. On a droit de savoir parce que c'est le premier facteur. Même pendant la construction, on va avoir des effets pervers dans ce sens-là et c'est important qu'on soit mis au courant. Deuxième point, dans le retour de l'eau qu'il va y avoir au niveau de la rivière,
j'aimerais que le conseil municipal nous donne, ne serait-ce que ce point-là, quels seraient les potentiels de retour de manganèse dans la rivière Richelieu. C'est quand même le minerai qui va être à l'usine qui va être le plus dangereux pour la rivière Richelieu. Et la station de pompage est plus bas et ça va être en amont que ça va retourner vers la rivière. C'est un point crucial. Et même, je pense que la MRC, avec les personnes compétentes en environnement, devrait rapidement nous informer sur cet aspect-là. Bon, au niveau plus global pour la province, puis je suis obligée de faire référence à la fonderie Horn, j'ai su via le Howard Center of Investigative Journalism de l'Université d'État d'Arizona que par année, il y a 2 milliards de gallons d'eau qui sont pompés dans l'ensemble des facteurs de fabrication des cellules et des activités minières liées au lithium. Et le temps de vie d'une mine, il y a 100 milliards de litres d'eau, de gallons d'eau qui sont pompés. Cet aspect-là va affecter l'ensemble du territoire local, l'ensemble de la province. La population locale mérite d'avoir rapidement les données. Lors de votre visite en Suède, je suis certain que vous avez porté un soin particulier à obtenir les informations qui découlent des études qui ont été faites précédemment. Notre population mérite de les avoir rapidement. Merci. Merci, Madame Lamontagne. Première des choses, vous vous questionnez concernant l'îlot de chaleur. Évidemment, comme n'importe quelle activité humaine, c'est indéniable qu'il y aura un impact de ce côté-là. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre en place des mesures de mitigation de ces îlots de chaleur-là. Donc, si vous avez vu des images de l'installation en Suède, les bâtiments sont de couleur pâle, les toits sont de couleur blanche, dans le but de minimiser l'impact d'îlots de chaleur. On en a des îlots de chaleur dans la ville de McMasterville à l'heure actuelle, puis on travaille à justement réduire l'effet des îlots de chaleur par la plantation massive d'arbres un peu partout dans la municipalité. Le principal îlot de chaleur qu'on a à McMasterville, c'est le stationnement d'Exo, qui est un stationnement de 950 cases, qui est attenant au CPE et à la résidence des Richeloises. Et on a un plan là-dessus pour pouvoir minimiser l'impact de cet îlot de chaleur-là. Donc, on est conscient de ça, puis on va travailler à minimiser l'impact des îlots de chaleur, ça c'est certain. Puis je pense que Nordvolt est très au fait de ça. D'ailleurs, dans leur plan de compensation, vous savez qu'ils prévoient planter 24 000 arbres. Donc, on parle d'un ratio d'un arbre abattu, 3 arbres plantés. Mm-hmm. Donc, à terme, il y aura une plus grande canopée qu'à l'heure actuelle. Non, par rapport à la situation de Suède, parce que l'îlot qui a été choisi en Suède a une rivière qui le contourne. Si on regarde l'installation là-bas et la préservation de la plus grosse masse d'arbres a été conservée tout autour de l'usine. Elle est entourée complètement. Si on regarde sur les photos, clairement, il y a une ceinture d'arbres au complet autour de l'usine là-bas. Je pense que c'est également le souhait de l'entreprise ici. Puis nous, comme conseil municipal, c'est ce qu'on va exiger aussi, au-delà de ce que l'entreprise souhaite faire. Là. Nous, on va leur demander de planter massivement des arbres autour de leur installation. Qui ne pourront pas faire leur travail avant 20 ans. Bien, vous savez, il y a 20 ans, il y avait très peu d'arbres sur ce site-là. Justement. Puis on ne veut pas retourner là. Alors, bien, on ne veut pas retourner là, mais en même temps, écoutez, là, on est à l'heure où on continue à utiliser nos automobiles avec des moteurs thermiques, où on choisit une technologie
qui a moins d'impact pour l'environnement, Oui. qui est celle des voitures à batterie. Oui. Les deux ont des impacts sur l'environnement. Oui. Mais je pense qu'il faut choisir le moindre mal. Oui, Puis, tout à fait. Au-delà de ça, il faut aussi modifier nos façons de se déplacer, Oui. opter davantage pour la mobilité active, Oui. pour l'utilisation des transports en commun. Mais nos villes, depuis 60-70 ans, ont été construites autour de l'utilisation de l'automobile. Alors, on se débarrassera pas de nos automobiles dans les 10, 20, 30 prochaines années. Alors, surgit le besoin d'avoir une technologie qui va être moins envahissante Oui. pour l'environnement, d'où l'intérêt d'avoir ce genre d'entreprise-là. Oui. Et on ne peut pas juste demander à la Chine de faire des batteries pour nous occidentaux. À un certain moment donné, il faut les faire, ces batteries-là. Il faut être indépendant de ce point de vue-là. Je pense que vous comprenez bien. Oui, je comprends bien. Cependant, pour faire un retour sur les terres agricoles qui jouxtent, que ce soit au bout du terrain de la Norvolt, qui c'est du côté de Saint-Basile-le-Grand, et si on regarde l'autre portion potentiellement qu'on pourrait aller rechercher, qui est de l'autre côté de la 116, encore là, c'est une terre en culture. On ne peut pas considérer que dans une zone géographique qui a une logique par rapport à l'ampleur des bâtiments, on va avoir une ceinture de sécurité au niveau de l'îlot de chaleur qui va être efficace rapidement. Si on parle que dans 4 ans, ça va être fonctionnel, ça va déjà partir. Les arbres, même s'ils sont plantés 1 an, on parle du 3 ans, là, qui doivent... Ouais. Ça n'arrivera pas. On pourrait en débattre longtemps, là, Madame Oui, Lamontagne. effectivement, mais j'aimerais qu'on porte une attention. Moi, je vais vous présenter des réponses aux questions que vous m'avez posées, Oui. mais on ne fera pas un débat ici. Non, je ne veux pas un débat, Mais en même temps, je dans la veux- vallée du Richelieu, en Montérégie, les principaux îlots de chaleur, vous savez que c'est les terres agricoles. Hein? Oui, mais c'est quand mais tu sais, même... je veux pas c'est qu'on quand même s'éternise là-dessus, mais C'est quand même vous nos comprenez l'effet principaux- relatif qu'aura ce type d'installation-là aussi. Ce sont quand même et encore nos principaux capteurs de carbone. L'UPA est là-dedans et le ministère de l'Agriculture le sait, l'Université de Laval a sorti les rapports. L'information est accessible. Je veux vraiment que notre conseil municipal s'arrête sérieusement parce que je n'entrevois pas, à la lumière des données, à la lumière des rapports de la Suède face à l'Union européenne, face aux demandes de tous les pays signataires dans l'environnement et des banques, je ne vois aucune information ni aucune garantie que notre population va avoir exactement la même qualité. Ils y ont eu droit, on y a droit. C'est clair. Merci. C'est clair et on s'attend à la même qualité que ce qui a été fait en Suède, voire mieux. Certainement pas moins. Puis on veut que ce projet-là soit exemplaire pour notre communauté, ça c'est sûr. Il y avait d'autres éléments pour lesquels vous vouliez avoir des réponses. Retour d'eau à la rivière pourrait contenir du manganèse. Donc, la captation de l'eau dans la rivière et la façon dont elle sera retournée va devoir faire l'objet d'un certificat d'autorisation par le ministère de l'Environnement. Tout ça est normé. Les rejets, que ce soit dans l'eau, dans l'air, c'est normé, ça, au Québec. Puis on a des lois qui sont, je pense, très rigoureuses. Alors, puis je ne suis pas un spécialiste là, d'application des lois sur la qualité de l'environnement, là, mais j'ai confiance qu'en 2024, si on prend de l'eau dans la rivière, bien, quand on la remet dans la rivière, bien, elle doit être de qualité égale, sinon meilleure, quand on la retourne dans la rivière. Donc, votre préoccupation par rapport au manganèse, je l'entends. Et je suis convaincu que le ministère de l'Environnement joue son rôle adéquatement là-dessus. Vous me parlez de la fonderie Horn. Encore là, je ne suis pas un spécialiste de la fonderie Horn. Là. J'ai lu les journaux comme tout le monde ici. C'est pas la même chose. On est dans une autre technologie, d'une autre époque, avec des lois environnementales qui sont beaucoup plus sévères aujourd'hui qu'à l'époque où s'est établie cette entreprise-là en Abitibi. Donc, je pense que le parallèle, on ne peut pas le faire du tout entre Northvolt et la fonderie Horn. C'est deux choses complètement différentes.
on arrive avec une entreprise qui va utiliser les dernières technologies, qui va être à la fine pointe en matière de captation là, des rejets atmosphériques ou des rejets dans l'eau. Donc, je n'ai pas du tout cette préoccupation-là. Puis, je ne ferai pas de parallèle avec la fonderie Horn. Je pense que ça n'a pas lieu d'être, là. Y a-t-il d'autres questions? Bonsoir. Mon Dieu. Bonsoir. J'ai toujours l'impression que c'est un speaker, mais c'est pas ça, là. Donc, j'ai un premier point. Je vais essayer d'être concise, là, mais je veux juste qu'on parte sur les mêmes informations. Premièrement, ceci est un commentaire, mais je trouve ça important de le rapporter. Vous savez très bien que je suis co-porte-parole au Comité Action citoyenne Projet Nordvolt, c'est pas ça mon point. Mais dans ce cadre-là, je me suis promenée, puis j'ai donné des tracts à des citoyens, puis ça m'a permis de discuter avec des citoyens. Avant le temps des fêtes, pendant le temps des fêtes et après le temps des fêtes. Puis, avant le temps des fêtes, les citoyens étaient très peu informés. Ils ne savaient pas trop, puis il y avait beaucoup besoin d'informations. Puis après le temps des fêtes, les médias ont commencé à en parler, puis là, les gens sont plus informés. Fait que ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais, et je vais essayer d'être très réaliste dans mes chiffres, je pense que certains d'entre vous qui me connaissez quand même, là, un peu. Quand je me promène, je dirais qu'il y a à peu près la moitié des gens à qui je parle qui sont inquiets par rapport à Nordvolt. Puis là, je parle de McMaster, mais j'ai aussi vu des gens de Belleuil. Puis des fois, quand on est dans un stationnement, je ne me demande pas leur adresse, là. Mais c'est ça. Donc, il y a à peu près la moitié des gens qui sont inquiets. L'autre moitié sont pour le projet. Donc, je voulais juste le rapporter parce que je ne sais pas à quel point vous avez l'occasion de parler à des citoyens. Puis je sais que du côté de Saint-Basile, le maire affirme qu'il y a acceptabilité sociale. Donc, je ne sais pas si c'est ce que vous dites ici de votre côté, mais je ne sais pas ce qui rentre dans les critères de l'acceptabilité sociale, mais à mon sens, ce que moi j'observe sur le terrain, en tout cas, ce n'est pas une majorité de gens là, qui sont pas inquiets puis complètement pour le projet. Fait que je voulais apporter cette information-là. Puis, soi-disant, c'est pas une fois que j'ai déblatéré des arguments qui me disent ça, c'est une fois que j'ai donné le tract puis qu'ils me disent « Oh mon Dieu, oui, nous aussi, on veut un BAP », puis là, ils me donnent quelques inquiétudes qu'ils ont. J'ai pas eu le temps de dire grand-chose. J'ai 3 questions. Je vais juste apporter rapidement une information suite à ça. Il y a eu des poursuites contre Nordvolt concernant, vous l'avez sûrement vu passer, des crimes environnementaux. Crime est un gros mot, là, mais c'est le mot qui est utilisé. Crimes environnementaux par rapport au fait qu'ils ont stocké des déchets et des produits chimiques dangereux qui dépassaient à plusieurs reprises la limite en teneur en métaux dans les eaux usées lors d'une enquête en octobre en Suède. Ma question, reliée à ça, est comment la Ville va faire respecter les normes pour sa population et aussi s'assurer que le Richelieu ne sera pas affecté? Parce que, dans le fond, on dit qu'on veut... Au début, on disait c'est une entreprise de Suède, donc ils ont des hauts niveaux, des hauts critères, donc chouette. Et nous, on veut faire aussi bien, sinon mieux, mais on veut se comparer à eux. Mais là, on voit qu'en Suède, c'est pas tout blanc, là. Il y a certaines problématiques. J'y vais avec les deux autres? Ou... Je vais me permettre de répondre, là. Comme je le disais précédemment, là, la loi sur les rejets dans l'environnement, c'est la loi sur la qualité de l'environnement puis les règlements qui en découlent. Ça relève du gouvernement du Québec. Donc, je vais vous inviter à poser cette question aux représentants du gouvernement du Québec lorsqu'ils viendront chez nous les 27 et 29 février prochain. Donc, ils vont être là pour répondre à ce genre de questions-là qui sont tout à fait légitimes. OK. Est-ce que la Ville surveille ces choses-là quand même? Ou... La Ville ne rejette pas la qualité des rejets industriels. Ce n'est pas la juridiction de la Ville de faire ça. OK. Deuxième question, vous me direz. Considérant le nombre important de feux, explosions dans les usines à travers le monde, on parle de batteries à lithium, plus l'information que j'ai aussi, c'est Nordvolt en Suède le 4 novembre. Il y a eu un mort. Vous avez sûrement vu passer ça aussi. Il y a eu une alarme d'incendie le 2 février, chez Nordvolt toujours. Considérant que les feux de lithium ne s'éteignent pas avec de l'eau, c'est beaucoup plus complexe. Je me rappelle que vous aviez nommé qu'il y aurait leur propre, et eux aussi l'avaient nommé, leur propre système de sécurité incendie. Mais je voulais quand même avoir peut-être des données plus à jour par rapport au service d'incendie d'ici. Comme on m'a dit, il allait s'adapter. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça exactement?
Bien, éventuellement, c'est que notre régie d'incendie va entrer en communication avec le service d'incendie de chez l'FTO pour voir comment il déploie les brigades en cas d'incendie dans ce genre d'installation industrielle. Puis on va s'inspirer des meilleures pratiques dans le monde, tout simplement. Donc, il y a déjà eu une première rencontre à ce sujet-là. OK. Puis quand il y a un feu comme ça, puis qu'on ne peut pas éteindre, puis là, ce qu'on voit dans certains médias, c'est que le feu se poursuit. Puis là, comme citoyen, Ouais. c'est sûr que c'est pas super rassurant, là, mais... Mais je me rappelle d'un incendie important, je pense que ça s'appelait Deepwater Horizon. C'était pas des batteries, là, c'était du pétrole. Là. Mhm. Il y a aussi ces conséquences-là là, avec l'autre technologie. Là. Je pense qu'on met beaucoup d'emphase sur les feux d'auto électriques, mais il y a beaucoup plus d'incendies d'automobiles à moteur thermique qu'il y en a avec la technologie électrique. OK. Ceci dit, il y a une complexité supplémentaire pour éteindre ce genre d'incendie-là. Je le conçois très bien, mais nos équipes vont être préparées en conséquence. Le 31 janvier, il y avait le rapport des conclusions relativement à cet accident-là que je vous ai nommé tantôt, qui révélait que les normes de sécurité chez Nordvolt n'avaient pas été respectées. C'est sûr que comme citoyen, c'est pas très rassurant de lire ça. Est-ce que la Ville a quelque chose à dire à ce propos? Nous, on s'attend à ce que les normes de sécurité soient respectées puis qu'ils fassent preuve d'exemplarité dans leurs opérations. Puis, il n'y aura pas de compromis là-dessus, c'est certain. Mais en Suède, il semble avoir des compromis, alors? Qu'est-ce qui fait que c'est différent là-bas? J'ai aucune idée. Moi, je suis le maire de McMasterville. Je ne peux pas commenter ce qui se passe à chez l'FTO en Suède, à 5000 km d'ici, là, vous comprendrez. OK. Dernière. Il y a eu une poursuite contre Nordvolt, les résidents en Suède, pour excès de bruit soir et nuit. Si jamais vous voulez toutes ces sources-là, on les a, là. C'est pas dans le vide, là. Comment la Ville compte faire pour faire respecter les normes auprès des résidents? Parce que, quand même, la Suède, on disait que c'était un idéal à suivre. Donc, il y a quand même des problèmes là-bas. Je ne crois pas que le portrait que vous dépeignez de la situation en Suède soit si catastrophique que ça. On a fait la visite des installations là-bas, on a rencontré l'administration municipale, on a rencontré des citoyens, puis la plupart des gens, en fait, l'unanimité des gens qu'on a rencontrés étaient très heureux de la présence de Nordvolt là-bas. Ça, c'est une chose. Maintenant, depuis ce temps-là, il est peut-être arrivé des événements, là, peut-être que la situation a changé. Concernant ce dont vous faites référence, je pense que c'est un article qui est paru récemment là, dans un journal de l'endroit. S'il vous plaît, je vous demanderais de garder le silence dans la salle par respect pour tout le monde qui veut avoir des réponses. Donc, ce qu'on en sait, c'est que ces plaintes de bruit ont été relayées à Nordvolt dans le cadre d'un comité de pilotage, comme celui qui a été mis en place par Nordvolt la semaine dernière. Et Nordvolt s'est engagé à très rapidement apporter des correctifs en lien avec ces plaintes-là. Donc, ce n'est pas des plaintes là, qui ont été adressées à l'administration municipale ou aux autorités réglementaires en Suède. Ça s'est passé dans le cadre du comité de pilotage qui a été mis sur pied par Nordvolt, puis la situation a été réglée. C'est du moins l'information qu'on en a. OK. Merci. Ça fait plaisir. Oui, vous pouvez vous avancer, monsieur, il n'y a pas de problème. Claude Letellier, 35 comptoirs, c'est pour un agrandissement que... Dans un tout autre sujet. Un autre sujet complètement et très petit. Le CCU, je pense qu'il va recommander mon agrandissement. Merci. Okay. Juste un petit volet, c'est que j'ai présentement une galerie au deuxième, okay, que j'ai faite il y a 8 ans. C'est une maison que j'ai bâtie il y a 8 ans dans le comptoir. J'ai eu la permission de faire une galerie sur le cabanon ainsi que la galerie. Je me suis approché à 1 mètre de la ligne arrière, parce que c'est un terrain très petit, très, très court que j'ai. On m'a permis, tout est correct. Dans ma demande d'agrandissement, je recule la galerie de 1 mètre, donc à 2 mètres de la ligne. Okay? Puis là, le CPU voudrait que je sois à 2,8 mètres. C'est correct 2,8 mètres, mais je veux juste qu'on comprenne que mes deux voisins d'en arrière, c'est des très grands terrains qui ont, ça, sur Bernard-Pilon, sont très profonds, donc les maisons sont très loin. Il y a une rangée d'arbres entre les deux terrains, des vrais arbres, là, des 50 pieds et plus, là, et
de l'autre côté aussi. Donc, mon voisin de droite, même en hiver, j'ai à peine la capacité de voir sa piscine. Je ne vois pas sa galerie, je ne vois rien. Elle est là, sur le bord. Là. Puis mon voisin immédiat à l'arrière, il y a un garage d'environ 30 par 35 avec une rallonge et un cabanon sur le bord de la ligne, normal, là, mais je n'ai pas de vue là, sur leur terrain. Fait que je voudrais juste demander que si c'est possible de me permettre de m'approcher à 2 mètres comme le plan indique du bâtiment. Le bâtiment va être à 2 mètres. La galerie, je voudrais qu'elle soit à cette dimension-là. Présentement, c'est 2,8 mètres que le conseil, pas le conseil de CCU là, veulent. Bon, ce serait pour moi mieux. Merci, M. Letellier. Bien, écoutez, dans le cadre de l'analyse d'une demande de dérogation mineure, c'est sûr que, bien, premièrement, la dérogation se doit d'être mineure, puis elle ne doit pas porter atteinte aux droits de propriété des voisins non plus. Donc, c'est toujours un équilibre très, très fragile là, qu'on doit trouver. Là. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a une question de subjectivité là-dedans, puis qu'on invite des citoyens à faire partie du comité consultatif d'urbanisme. Donc, on va traiter votre point plus tard au cours de la séance, mais vous avez été entendu. Oui, bonsoir. Bonsoir, Beauchesne sur la rue Beauvoir. Bonsoir, M. Beauchesne de la Je rue voulais juste Beauvoir. apporter un petit éclaircissement, étant donné que j'ai des connaissances industrielles à propos des incendies lithium, magnésium et titanium. Ces métaux-là ont la personnalité propre de fabriquer leur oxygène. Fait qu'ils ils sont toujours machinés ou travaillés dans un espace clos. Excusez-moi, M. Pelletier, si je reprends votre... Ils sont machinés dans un espace clos. Puis quand il y a un incendie, il y a des bonbonnes de gaz qui enlèvent l'oxygène dans la partie qui est en question de la machine. Ça se trouve à plein d'endroits, ça arrive sud de Montréal. Il y a plein d'endroits qui ont ça, ce système-là. C'est pas nouveau, ça a au moins 25 ans. Monsieur Beauchesne, vous pourrez avoir un échange avec les gens dans la salle, mais est-ce que vous avez une question pour le conseil? Non, je n'ai pas de question. Je voulais juste apporter mon expérience. Oui. Je voulais regarder la caméra aussi parce que... C'est tout, parce que j'ai pas de Oui, il n'y question. a pas de problème, M. Beauchesne. Merci beaucoup pour ces précisions. Bonsoir. Bonsoir, moi c'est Jacinthe Villeneuve, j'habite sur le chemin du Richelieu. Alors, j'ai pris quelques notes de ce que vous avez dit. Je vais juste demander peut-être des clarifications. Sans problème. Vous m'avez dit que le terrain de Noldvold, c'est 170 hectares. Il aura coûté 240 millions. OK, puis là, ils vont donner une compensation de combien? 5 millions? C'est 4,8 millions, là, le chiffre exact. 7,8. 4,8. 4,8. Donc ça, c'est pour le fonds de compensation pour la perte de milieux humides. Ce n'est pas le titre exact, là, mais c'est un fonds constitué par le gouvernement du Québec pour la création de nouveaux milieux humides. Puis combien de milieux humides ils veulent qu'ils bâtissent? Ah là, je n'ai pas cette information-là. OK. Tantôt, vous avez parlé Il faut de que ça 50 soit de valeur, hectares. en fait, il faut que ça soit de valeur équivalente d'un point de vue écologique. Donc, là, c'est vraiment une question là, OK. d'expertise en... Tantôt, en ça a éco- dit le chiffre 50 hectares. Puis là, votre Je directeur vais général juste, semble je vais juste dire que oui. reprendre mes propos, OK? Le terrain, c'est 170 hectares. Les exigences du ministère de l'Environnement en matière de compensation, c'est de conserver sur le site de 170 hectares 50 hectares à l'état naturel, dont l'habitat potentiel du petit Blongiot. Et ensuite de ça, de verser une compensation de 4 800 000 au fonds de recréation de milieux humides. Et ensuite, d'acquérir un terrain de 30 à 50 hectares ailleurs afin de recréer des milieux humides de valeur écologique équivalente à ce qui aura été sacrifié sur le terrain. OK. C'est la compagnie Et qui ça, doit c'est- acheter ça, ce que le je vous terrain? dis, c'est le communiqué qui a été émis par le ministère de l'Environnement lorsque le premier certificat d'autorisation a été émis. C'est au début janvier. Je n'ai pas la date exacte, là, mais toute cette information-là se retrouve là. OK. C'est l'entreprise Nordvolt qui doit acheter le terrain. Oui. OK. Parce que c'est ça. Parce que c'était une réflexion, là, parce que 7,4 millions de compensation,
ça n'achète pas un terrain ça n'achète pas un terrain assez grand pour compenser tous les milieux humides qui vont être détruits, là, on s'entend. C'est trois choses, là, comprenez-moi bien. Sur le terrain de 170 hectares, ils doivent protéger 50 hectares. Premier élément. Deuxième élément, verser 4,8 millions au fonds de compensation là, pour les milieux humides. Et autre chose, ils vont devoir acquérir un autre terrain de 30 à 50 hectares pour recréer des milieux humides. OK. En tout cas, moi, je trouve que c'est pas beaucoup de compensation pour toute la variété écologique qu'on est en train de perdre. Mais bon. Ça, ça fait suite à l'examen du ministère de l'Environnement là, de la demande de certificat d'autorisation là, pour pouvoir faire les travaux de préparation du terrain. Donc ça ne relève vraiment pas de la municipalité. On est au courant parce qu'on suit le dossier de près, mais puis je vous livre l'information, mais ce n'est pas de notre ressort. Là. Parfait. Tantôt, vous avez répondu à une dame ici. Elle parlait d'îlots de chaleur. Et là, vous avez parlé de 24 000 arbres qui vont être plantés. Ma question, c'est où ils vont être plantés? Parce que l'îlot de chaleur, c'est ici qui va être créé. C'est où qu'ils vont être plantés les 24 000 arbres? Bien, de ce qu'on en sait, c'est qu'ils vont être plantés essentiellement sur le site. Et s'il n'y a pas assez d'espace sur le site pour planter ces 24 000 arbres, ils vont chercher d'autres sites dans les villes de McMasterville et de Saint-Basile-le-Grand. OK. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y avait pas d'espace à McMasterville pour recréer des milieux humides. Et va-t-il en avoir pour planter des arbres? En fait, c'était en réponse à une autre question où on me demandait là, pour le 30 à 50 hectares de terrain qu'ils doivent acquérir pour recréer des milieux humides. On n'a pas de terrain de cette superficie-là à McMasterville. Mais des terrains pour planter des arbres, on a plein d'idées. Ça, il n'y a aucun problème. Si on est approché parce qu'ils ont un surplus d'arbres, on a plein d'idées pour en planter. On a le parc du Ruisseau-Bernard, on a le long de la 116, on a de l'espace dans nos parcs encore pour accueillir d'autres arbres. Donc ça, on va être très ouvert si jamais on est approché là-dessus. OK. C'est sûr que là, actuellement, ils coupent des arbres qui ont plus de 100 ans sur le terrain. J'ai vu les troncs passer et c'est gros. J'ai parlé avec un biologiste, puis il m'a dit, aussitôt que ça dépasse un mètre de circonférence, c'est que l'arbre a plus de 100 ans. Et j'en ai vu des arbres de plus d'1 mètre de circonférence passer. Que les arbres qui vont planter, on s'entend entre vous et moi, qui n'auront pas 100 ans, ils vont peut-être avoir 10 ans tout au plus. Ouais. Alors, il va falloir attendre 90 ans avant que ces arbres-là aient le même impact sur l'environnement que ceux qu'on est en train de couper. Oui. Voilà. Tantôt, vous avez dit pourquoi ils ont choisi le terrain ici. Vous avez dit que c'est un des derniers terrains industriels en Montérégie. Bien, je vous annonce que c'est aussi un des derniers milieux humides qui restent en Montérégie. Actuellement, on a 1,5 % de la superficie de la Montérégie qui est des milieux humides. Avec le terrain de Nordvolt, on vient d'enlever 1 des 4 qui restaient, ou des 3, qui restaient en bordure de la rivière Richelieu. Alors, au lieu de monter nos milieux humides, on est en train de les diminuer. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ça, le fait de détruire la nature, les milieux humides, qui sont des capteurs de carbone, pour mettre une usine qui est supposée aider? Tu sais, moi, je trouve qu'on détruit la nature pour amener autre chose, tu sais. Moi, j'aime la nature, j'aime me promener dans la nature personnellement. Je suis quelqu'un qui veut protéger la nature. Ça paraît pas en ce moment, là, mais... Ben, écoutez, laissez-moi compléter, s'il vous plaît, avant d'émettre votre opinion là-dessus. Là. Il ne s'est jamais planté autant d'arbres sur le territoire de McMasterville depuis que le conseil municipal en place a été élu. On est très, très sensible à ça. On encourage les citoyens à adopter des comportements les plus éco-responsables possibles. Donc, il y a ça d'une part. Maintenant, les milieux humides auxquels vous faites référence à McMasterville sont pour la plupart d'origine humaine, donc d'origine anthropique. Ça veut dire, c'est pas grave, ça. C'est des milieux humides pareils. Permettez-moi de compléter ma réponse, s'il vous plaît. Donc, c'est des milieux humides qui ont été créés lors des travaux de décontamination du site en 2014. Et on demande à la compagnie d'en recréer. Ça va être de la création humaine aussi. Je trouve qu'il y a une illogique là-dedans. Là. Oui. Bien, écoutez, vous avez le droit de considérer ça illogique. Maintenant, ce terrain-là, d'un point de vue de l'aménagement du territoire,
il a été identifié par le gouvernement du Québec comme un site industriel depuis plusieurs années. Donc, il fallait s'attendre à un certain moment donné à ce qu'il se passe quelque chose sur ce site-là. Donc ça, c'est du côté de Saint-Basile-le-Grand. Puis du côté de McMasterville, on a fait un PPU, un projet particulier d'urbanisme en 2017, où il était question de développer 1500 portes avec une trame de rue. Donc, il n'y a rien de nouveau dans le fait qu'il y a du développement sur ce site-là aujourd'hui. Bien, c'est parce que, en tout cas, là, moi, je constate qu'on détruit un terrain de grande qualité. Tantôt, vous avez écoutez, dit... Ça, c'est votre opinion. Oui, c'est correct, Maintenant, mais j'ai une question pour vous. Là. Selon les expertises qui ont été menées par les experts du ministère de l'Environnement, qui sont de votre avis qu'il y a un intérêt écologique à ce site-là, Oui, tout à fait. bien, ils exigent en contrepartie des compensations importantes. Donc, je pense que le dossier est traité avec la plus grande rigueur de ce côté-là. Oui. Tantôt, vous avez dit on ne va pas demander à la Chine de faire des batteries pour nous. Savez-vous combien d'usines de batteries qui sont en train de se bâtir actuellement en Amérique du Nord? Il y en a une vingtaine, certainement. Plus que ça. Je n'ai pas le chiffre exact, mais il y en a pas mal plus que ça. En tout cas, on sait qu'il y en a actuellement 2 en Ontario qui n'ont pas d'enjeu de protection de milieux naturels ou de milieux humides parce qu'ils sont allés les faire en milieu agricole. Ce qui n'est pas nécessairement plus noble, à mon avis. Au Québec, on les fait en zone industrielle, ce qui semble avoir plus de sens. Vous ne voulez pas mon opinion, alors je ne la donnerai pas. Bien, écoutez, je ne veux pas, je veux pas qu'on débatte là-dessus, mais je veux apporter des réponses à vos questions, alors je vous laisse aller. Bon. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais moi, je dis à mes enfants que souvent, avant de se faire une opinion sur quelque chose, c'est important d'aller chercher plusieurs sources d'informations. C'est important, parce que c'est facile de se faire une idée toute faite sur quelque chose. Mais finalement, quand on regarde tous les points de vue autour, on dit « Ah, finalement, je pourrais peut-être mettre un petit bémol. » Alors, bon, je ne vous le cacherai pas, je suis la fondatrice du Comité Action citoyenne Projet Nordvolt. On fait une assemblée publique le 8 février, qui est ce jeudi, à Belleuil, au 250 rue Hubert. Et je voudrais vous inviter à venir. Je peux vous donner ça. Il n'y a pas de produits chimiques dessus. J'ai déjà reçu l'invitation, Madame Villeneuve, puis vous serez contente de savoir... Oui, bien, c'est correct, on va faire circuler, là. Vous serez contente de savoir que je compte être présent parce que je souhaite entendre d'autres points de vue. Donc, on est très, très ouvert là-dessus. D'accord. Est-ce que vous savez qu'en tant que municipalité, vous pouvez demander à la santé publique de faire une évaluation d'impact sur la santé? Tout à fait. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous avez l'intention de le faire? On ne l'a pas fait à ce moment-ci, mais on a l'intention d'avoir des discussions avec la santé publique sur l'aide qu'ils peuvent nous apporter. Maintenant, aujourd'hui même, on avait des discussions avec le ministère de l'Environnement qui nous confirmait que dans le cadre de l'émission de certificats d'autorisation, eux, ils vont consulter la santé publique pour s'assurer qu'il n'y a pas d'impact sur la santé humaine. Donc ça, c'est fait d'entrée de jeu. Oui, mais vous pouvez demander une évaluation. Pourquoi pas demander une évaluation? Pardon? Pourquoi pas demander l'évaluation complète? Bien, je n'ai pas dit qu'on ne le ferait pas. OK. Vous avez dit que vous allez avoir des discussions. Là, il y a 2 choses. La discussion puis l'évaluation, c'est 2 choses. Bien, on va discuter avec la santé publique pour voir comment ils peuvent accompagner la municipalité pour faire de ce projet-là le meilleur projet possible. Puis s'il y a une possibilité de collaboration, bien, on va le faire. Je ne veux pas m'engager aujourd'hui, là, mais on est très ouvert à ça. Parfait. Bien, j'ai un document aussi pour ça, pour vous renseigner. Je vous le donne. On a déjà des communications, d'ailleurs, avec des gens de la santé publique. Là. Oui, mais je vais être sûre que vous ayez toute l'information. Oui, mais c'est correct, c'est correct. Moi, je travaille pour moi, pour mes concitoyens, pour la population du Québec. Je travaille pour tout le monde, finalement. Je vais juste vous demander, s'il vous plaît, de vous adresser au président de l'Assemblée. Oh, Monsieur le Président. Juste pour en assurer un certain décorum, ça va bien jusqu'ici. Parfait. Oui, je pense que c'est ça. C'est ça. Puis la Piscilab, j'y tiens à ma Piscilab.
que j'espère que vous allez travailler fort pour qu'on Donc, on l'aille. parle de la piste cyclable le long de la route 223. Oui, parce que je veux me rendre à Saint-Basile en vélo. Bien, ça, depuis longtemps qu'on travaille sur ce projet-là. C'était dans les cartons avant même qu'un Nordvolt apparaisse. Ben, ce serait bien que Nordvolt nous donne un petit morceau de son terrain. Ben, je sais pas, pour faire une piste cyclable, là. je pense qu'avec l'arrivée de Nordvolt, ça ouvre des opportunités de ce côté-là. Bon, ben parfait. J'ai hâte de les rencontrer et de leur en parler. Très bien. Merci, Mme Villeneuve. Pouvez-vous avancer? Alors, Hélène Bricot, une citoyenne de longue date de la rue Nadeau, là, avec Masterville. Bonsoir, Mme Bricot. J'entendais dire qu'il était supposé avoir un comité de liaison Oui. avec de la part de la compagnie. Là, parce que c'est un projet d'envergure. Ce que je ne comprends pas, pourquoi ça ne s'est pas fait au début. Il me semble que c'est un peu illogique. Le deuxième point, je voulais parler d'acceptabilité sociale. On en parle beaucoup, mais je ne sais pas sur quoi vous fondez. J'ai l'impression, moi, que c'est une conversation dans un sens seulement. J'ai jamais eu... On a l'impression de ne pas pouvoir... Ça commence, là, heureusement. Je pense qu'il commence à avoir une vraie communication, mais jusqu'ici, je ne l'ai pas senti du tout. Je suis allée à la soirée d'information. On pouvait poser strictement des questions, pas s'exprimer sur ce qu'on pensait du projet du tout. Il y a une personne qui l'a fait parce qu'elle était gagnée beaucoup d'avance au projet. J'ai trouvé que c'était 2 poids, 2 mesures. C'est personnel, là. Puis la première information où je suis allée, c'était sous forme de foire. C'est bien beau, mais on n'a pas eu d'échange. Dans une foire, on vend la marchandise. Bon. Puis l'autre point sur les arbres, puis on sait qu'ils vont avoir besoin beaucoup de main-d'œuvre, donc on parle de densité d'arbres. C'est difficile de... Moi, je regarde juste à côté de chez nous. Ils ont construit un 4 logis, puis on dit, vous êtes bien chanceux, c'est 4 logis. Mais derrière le 4 logis, c'est un grand stationnement d'asphalte bord en bord. Il n'y a pas un brin d'herbe, vous viendrez voir, là, il n'y en a pas un. Ça, pas c'est un le arbre. stationnement de l'Église. Alors, pour le reste, je ne sais pas comment ça va se faire, mais on dirait qu'il n'y a pas de plan. Ils font ce qu'ils... Tu sais, c'est... Il n'y a rien de beau là-dedans, là, une grande surface d'asphalte. Alors, quand je pense à la densification que ça va emmener, ça, bien, je ne sais pas, là, c'est quoi votre plan pour les arbres, pour le paysagement, mais ce que je vois, moi, comme la piste cyclable sur la rue Comtois, il n'y a plus d'arbres. Il aurait pu garder des arbres, puis il aurait pu pédaler sur un petit bout de rue ombragée. Moi, comme cycliste, j'aimerais beaucoup mieux me promener sur une rue ombragée qu'une piste cyclable, que l'asphalte est quasiment, la rue est quasiment plus large que longue, tu sais. Alors, c'est mes points. C'est mon opinion personnelle, mais je suis contente de voir qu'il commence à avoir une communication. Merci. Bien, merci, Mme Bricot. Bien, écoutez, je vais juste remettre en perspective, là. Il y a eu des séances d'information tenues par Nordvolt. Je pense qu'ils ont tenu 2 journées de séances d'information là, sous forme de kiosque où c'était possible d'avoir un échange là, de 1 à 1 avec des représentants de l'entreprise. Ça leur appartient. Nous, du côté municipal, une fois que le projet a été annoncé, bien, vous étiez présente, là. Je pense qu'on a quand même bien fait les choses. Puis, tu sais, on ne pouvait pas être plus transparent que ça, là. On a raconté comment que le projet s'était présenté ici, puis on a fait preuve de la plus grande ouverture avec les citoyens. Peut-être que la formule ne vous a pas plu, là, mais au-delà de ça, moi, je suis toujours disponible là, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, qu'on prenne un café, qu'on discute de vos préoccupations. Votre maire, il est là pour ça aussi, là. Donc, l'invitation est lancée à vous et à tout le monde, là. Moi, je suis pas obligé de se présenter en assemblée puis de venir poser des questions ici. Je suis toujours là pour répondre aux demandes des citoyens puis entendre vos préoccupations puis y apporter les réponses dans la plus grande transparence. Y a-t-il d'autres questions ou interventions? Ça, c'est juste la première période de questions, hein. Il y en a une autre à la fin de la séance, si jamais il y a d'autres questions qui devaient surgir dans votre esprit. Alors,
Bonne soirée à ceux qui doivent nous quitter. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions à ce moment-ci, on va poursuivre avec les différents points de l'ordre du jour de notre séance. Donc, ça nous amène à 1.3, qui est l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil tenue le 22 janvier 2024. Donc, les membres du Conseil ont eu l'occasion de prendre connaissance de ce procès-verbal. Si tout est conforme, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, M. le maire. C'est proposé par M. Lavoie Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. À 1.4, il s'agit de la proclamation des journées de la persévérance scolaire du 12 au 16 février 2024. Considérant que le décrochage scolaire est un enjeu social important et qu'il est essentiel de soutenir les initiatives favorisant la persévérance scolaire et la réussite des jeunes, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est resté au long, de proclamer la semaine du 12 au 16 février 2024 journée de la persévérance scolaire, d'encourager les jeunes, les parents, les enseignants, les directions d'école, les intervenants, les citoyens à se reconnaître comme des facteurs de persévérance scolaire en favorisant la mise en œuvre d'actions concrètes au soutien de la persévérance scolaire, de reconnaître les actions et l'engagement des différents intervenants qui se mobilisent autour de la lutte au décrochage scolaire, qu'une lettre soulignant l'importance des efforts quotidiens et la fierté reliée à la persévérance scolaire soit envoyée par M. Martin Dulac, maire, aux fins d'encourager et de soutenir la réussite éducative des écoliers et étudiants dans les 2 écoles situées sur le territoire de la ville. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Lévesque Et je l'appuie. et c'est appuyé par Mme Sincan. À 2.1, il s'agit d'une autorisation pour une contribution financière à l'organisme Grand Frère, Grande Sœur de la Montérégie. Considérant que cet organisme Grand Frère, Grande Sœur de la Montérégie œuvre auprès des familles, des jeunes familles monoparentales, de jeunes de la DPJ et de jeunes provenant de milieux défavorisés, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est resté au long, que le conseil municipal autorise le versement d'une somme de 375 $ à titre de contribution financière à l'organisme Grand Frère, Grande Sœur de la Montérégie. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. À 3.1, il s'agit d'une autorisation pour une demande de subvention dans le cadre du programme de subvention pour de 4 500 bornes pour les municipalités et les communautés autochtones dans le cadre du circuit électrique d'Hydro-Québec. Considérant que la borne de recharge située au 255 boulevard Constable connaît une augmentation importante de son utilisation, considérant que le programme de subvention prend en charge les coûts d'acquisition et d'installation des nouvelles normes, des bornes, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est resté au long, que le conseil municipal autorise le dépôt d'une demande dans le cadre du programme de subvention de 4 500 bornes pour les municipalités et les communautés autochtones offerts par Circuit électrique d'Hydro-Québec, que le conseil municipal autorise M. Vincent Raymond, directeur de projet et adjoint à la direction générale, ou en son absence le directeur général, à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, M. le maire. C'est proposé par M. Lavoie Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. Au point suivant, il s'agit d'une autorisation pour la dénomination d'un sentier multifonctionnel, le sentier aux 4 Lucioles. Considérant la résolution 2023-174 octroyant le contrat pour les travaux de construction pour l'aménagement d'un sentier dans la section nord du parc du Ruisseau Bernard, considérant qu'il y a lieu de désigner ce sentier par un nom officiel, en conséquence, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est resté au long, que le conseil municipal demande à la commission de toponymie du Québec que son nom que soit nommé le sentier récemment aménagé dans la section nord du parc du Ruisseau Bernard, sentier aux 4 Lucioles, que la directrice des services juridiques et greffière ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à produire une demande auprès de la commission de toponymie afin de donner effet à la présente résolution. Je propose, M. le maire. C'est proposé par M. Jean Et je l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Taillon avec enthousiasme. Donc, simplement remercier M. Claude Chénier, citoyen qui nous a gentiment cédé les droits d'auteur pour la nomination de ce sentier. Pour ceux qui se demandent c'est où, c'est le nouveau sentier multifonctionnel qui se retrouve dans le parc du Ruisseau Bernard entre les rues Ernest O'Doherty et le boulevard Yvon Lheureux.
Au point suivant, donc, il s'agit d'une demande pour l'analyse des déplacements et de l'offre de services en transport en commun, implantation de l'usine Nordvolt auprès de l'Autorité régionale de transport métropolitain. Considérant l'implantation de l'entreprise Batterie Nordvolt Nord-Amérique sur un terrain situé entre les villes de McMasterville et Saint-Basile-le-Grand, site contigu à la gare de train de banlieue de McMasterville, l'une des plaques tournantes reconnues du transport collectif métropolitain. Considérant l'impact du développement régional implicite à un tel projet qui engendre une modification des déplacements et la nécessité d'alternatives en matière de transport collectif et de capacité routière. Considérant les besoins futurs de nouveaux services d'autobus et de trains de banlieue reliant différents pôles de la région métropolitaine vers la gare de McMasterville, compte tenu de la hausse probable du nombre d'utilisateurs des transports collectifs. Considérant que des trains de banlieue partent quotidiennement de Montréal et doivent revenir en passage vide, considérant la mission de l'Autorité régionale de transport métropolitain de planifier, d'organiser, de développer et de promouvoir le transport collectif dans la grande région métropolitaine afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Considérant que la Ville favorise la mobilité durable au sein de sa communauté et que McMasterville est un TOD métropolitain reconnu dans le plan métropolitain d'aménagement et de développement, PEMAD, de la CMM. Considérant que la mise en place de nouveaux services d'autobus et de trains de banlieue en provenance des pôles d'importance du Grand Montréal vers la gare de McMasterville aurait pour effet d'améliorer la qualité de vie des usagers tout en appuyant la vitalité économique et la réduction des gaz à effet de serre. Considérant qu'une demande d'analyse des déplacements et de l'offre de services des transports en commun doit être acheminée à l'ARTM, considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable est responsable de la modélisation et du déploiement des infrastructures routières, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le Conseil municipal demande à l'Autorité régionale de transport métropolitain qu'une analyse des déplacements et de l'offre de services des transports en commun soit lancée afin d'assurer une desserte efficace du nouveau pôle d'emploi qui se dessinera à McMasterville et Saint-Basile-le-Grand, que le Conseil municipal demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable de modéliser certaines hypothèses de développement inhérentes à l'implantation de l'entreprise de Batterie Nordvolt Nord-Amérique dans la région et d'analyser les capacités résiduelles de ces routes et de voir dans quelle mesure elles peuvent répondre à la demande future et d'établir des stratégies de transport qui assureront le maintien de la qualité de vie des citoyens de la région. Que cette analyse expose de façon précise les pôles d'emploi, les besoins des entreprises environnantes, ainsi que les outils en transport collectif afin de répondre aux besoins identifiés. Que la présente résolution soit acheminée à la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, à la ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Suzanne Roy, au député de la circonscription de Bordua, M. Simon Jolin-Barrette, ainsi qu'au président du conseil d'administration de la ARTM, M. Patrick Savard. Je vais le proposer. C'est proposé par M. Lévesque. Et je l'appuie. Appuyé par M. Lavoie. Donc, vous comprenez qu'on prévoit déjà là, l'arrivée de plusieurs travailleurs sur le site de Nordvolt. Donc, ça n'arrive pas souvent à une occasion comme ça là, où on peut planifier en amont les déplacements en transport collectif. Donc, on demande à l'organisme dont c'est le mandat, la RTM, de se plancher dès maintenant sur les différentes options là, qui vont être disponibles pour les travailleurs de Nordvolt. Au point suivant, il s'agit de l'acceptation des comptes à payer et des déboursés. Il est résolu que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements portant le numéro STF 2024-04 en date du 5 février 2024 pour un montant de 779 521 $ et autorise l'émission des paiements. Je le propose, M. le maire. Proposé par M. Lavoie. Et j'appuie. Appuyé par M. Jean. À 4.2, acceptation du dépôt du budget 2024 de la RTM. Il est résolu que le conseil municipal prenne acte du dépôt du budget préparé par l'Autorité régionale de transport métropolitain pour l'année financière 2024, prévoyant des revenus de contribution municipale pour la Couronne Sud de 36 145 037 $. Que soit autorisé le paiement de la quote-part de la Ville de McMasterville pour l'exercice financier 2024 au montant de 486 425 $. Que la trésorière ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à émettre les paiements afin de donner effet à la présente résolution. Je propose, M. le maire. Proposé par M. Jean. Et je l'appuie. Appuyé par M. Lavoie.
À 5.1, il s'agit d'un avis de motion. Je vais essayer de faire ça fort, je vous le promets. Donc, moi, Magali Taillon, par la présence, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 436-00-2024 autorisant l'exécution des travaux pour la réfection d'une partie des rues de Bretagne et Morin, ainsi que tout autre travaux municipaux connexes, incluant les honoraires professionnels et décrétant un emprunt de 2 948 000 présente et dépose le dit projet du règlement numéro 436-00-2024. Merci beaucoup, Mme Taillon. Ça nous amène à 5.2, un autre avis de motion. Ouais, c'est à mon tour. Donc, Frédéric Lavoie, par la présente, donne un avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 443-00-2024 autorisant la préparation des plans et devis de l'exécution des travaux de sécurisation des déplacements actifs sur le boulevard Constable, ainsi que tout autre travaux municipaux connexes incluant les honoraires professionnels et décrétant un emprunt de 2 415 000 $. Je présente et dépose le dit projet du règlement numéro 443-00-2024. Merci, M. Lavoie. Et à 5.3, un dernier avis de motion. Donc, moi, Magali Taillon, par la présente, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 403-01-2024, modifiant le règlement numéro 403-00-2013 concernant la délégation au secrétaire trésorier du pouvoir d'accorder le contrat de financement à la personne qui y a droit afin de transférer le pouvoir au trésorier. Je présente et dépose le dit projet du règlement 403-00-2013. Excusez. Très bien, Mme Taillon. Ça nous amène à 6.1, qui est l'adoption d'un règlement modifiant le règlement de lotissement de la ville de McMasterville. Considérant qu'un avis de motion du règlement numéro 383-10-2023 a été donné par moi, Jean-Guy Lévesque, conseiller, lors de la séance ordinaire tenue le 4 décembre 2023, considérant qu'un projet de règlement numéro 383-10-2023 a été adopté par le conseil municipal lors de la séance ordinaire tenue le 4 décembre 2023, considérant la tenue d'une assemblée publique de consultation le 5 février 2024 à 18 h, considérant que le règlement 383-10-2023 ne contient aucune disposition susceptible d'approbation référendaire, considérant que ce règlement vise la mise à jour du tableau des dimensions minimales de l'eau par zone afin de modifier le nom de la zone C-8 par MXT8 et de la positionner suivant la zone MXT7 suite à l'adoption du règlement de zonage 382-25-2019. Considérant que ce règlement vise également à clarifier le droit de la Ville d'exiger des contributions successives pour fin de parc, de terrain de jeu ou pour le maintien d'un espace naturel à l'égard d'un même site, considérant que ce règlement permettra à la Ville de percevoir des contributions successives à des fins de parc, de terrain de jeu ou pour le maintien d'un espace naturel lors d'une opération cadastrale visant un terrain de moins de 80 000 m². En conséquence, que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récité au long, que soit et est adopté le règlement numéro 383-10-2023, modifiant le règlement de lotissement numéro 300-00-2008 de la ville de McMasterville afin de modifier le tableau des dimensions minimales de l'eau par zone relative aux zones MXT7 et MXT8 et de modifier les dispositions relatives au parc, au terrain de jeu et au maintien d'un espace naturel. Merci beaucoup, M. Lévesque. Est-ce que vous êtes appuyé? Oui, je vais appuyer M. Lévesque. Par M. Lavoie. Yes. À 6.2, il s'agit de l'adoption d'un règlement modifiant le règlement en matière de délégation de contrôle et de suivi budgétaire. Donc, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, considérant la présentation d'un projet de règlement numéro 315-12-2024, modifiant le règlement numéro 315-04-2006 en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire à la séance ordinaire du 22 janvier 2024.
considérant ce règlement numéro 315-04-2006, vise à actualiser la définition du terme « directeur » et d'autoriser l'adjoint au directeur général le pouvoir de dépenser jusqu'à 2 000 $ au nom de la Ville de McMasterville. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme ci récité au long, que soit et ait adopté le règlement numéro 315-12-2024 modifiant le règlement 315-04-2006 en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire, et je le propose. Merci, M. Lavoie. Je vais l'approuver. Vous êtes appuyé par M. Lévesque. Oui, c'est vrai, je vais l'appuyer. Ça va être mieux. C'est bien de l'approuver. Vous pouvez l'appuyer aussi. Alors, au point suivant, à 7.1, il s'agit du dépôt du projet de procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 23 janvier dernier. Donc, les membres du conseil ont pu en prendre connaissance. À 7.2, demande de dérogation mineure concernant les marges latérales, droite et arrière au 35 rue Comtois. Considérant que la demande porte sur le lot numéro 5 599 892 afin de permettre un agrandissement dont la marge latérale droite, la somme des marges latérales, ainsi que la marge arrière ne respectent pas les normes minimales prescrites, considérant que la grille des usages et des normes de la zone R1 du règlement de zonage numéro 382 tel que modifié prescrit une marge latérale minimale de 2 mètres alors que celle du projet projeté est de 1,10 mètres, une somme des marges latérales minimales de 2 mètres alors que celle du projet projeté est de 1,10 mètres, une marge arrière minimale de 4,80 mètres alors que celle du projet projeté est de 2,13 mètres. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution numéro CCU-2024-03, recommande au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure, notamment à condition que le balcon situé à l'étage soit à une distance minimale de 2,8 mètres de la limite arrière du terrain, le tout afin d'atténuer l'impact de la dérogation mineure et préserver ainsi l'intimité du voisinage. Considérant les commentaires reçus en lien à la présente demande de dérogation mineure, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme ci récité au long, que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure visant le lot 5 599 892 pour l'agrandissement de l'habitation unifamiliale jumelée située au 35 rue Comtois dont la marge latérale droite serait d'au moins 1 mètre et la marge arrière serait d'au moins 2,3 mètres, et ce, aux conditions suivantes. Que le balcon situé à l'étage soit à une distance minimale de 2,8 mètres de la limite arrière du terrain afin d'atténuer l'impact de la dérogation mineure et préserver ainsi l'intimité du voisinage. Que la norme minimale d'aménagement en espace vert de 30 % soit respectée et illustrée au plan projet d'implantation de l'arpenteur géomètre. Que le plan projet d'implantation de l'arpenteur géomètre soit déposé avant l'émission du permis de construction. Vous êtes d'accord? Oui, M. Lévesque. Je vais le proposer. Faites la proposition. Je vais l'appuyer, M. le maire. C'est appuyé par M. Pelletier. À 7.3, il s'agit d'une demande d'approbation d'un plan d'intégration ou d'implantation architecturale pour l'agrandissement et l'aménagement du terrain au 780 rue Papineau. Considérant que la demande porte sur le lot numéro 4 494 256 afin de permettre l'agrandissement et l'aménagement du terrain de l'habitation unifamiliale isolée, considérant que le projet respecte la plupart des objectifs et critères du règlement sur les PIA, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme ci récité au long, que le conseil municipal accepte la demande de PIA portant sur le lot numéro 4 494 256 et visant à permettre l'agrandissement et l'aménagement du terrain de l'habitation unifamiliale isolée, et ce, aux conditions suivantes. Que la couleur de la toiture soit gris charbon et autres nuances de couleurs similaires. Toutefois, ces dernières devront être plus pâles que noires afin de bien s'agencer avec la couleur des portes et fenêtres. Que les travaux soient terminés dans un délai maximal de 18 mois suite à l'approbation du conseil municipal. Qu'un dépôt de garantie de 1 500 $ soit requis afin d'assurer la conformité des travaux au PIA dans les délais accordés. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par Mme Taillon. Et j'appuie. Et appuyé par M. Jean. Au point suivant, donc, il s'agit d'une demande d'approbation d'un autre PIA, cette fois-ci concernant une enseigne attachée au 300 rue Camélia. Considérant que la demande porte sur le lot numéro 4 496 819 afin d'y installer une enseigne attachée de type mural sur la façade principale, considérant que la demande respecte la plupart des objectifs et critères du règlement sur les PIA, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme ci récité au long, que le conseil municipal accepte la demande de PIA portant sur le lot numéro 4
496 819 et visant à installer une enseigne attachée de type mural sur la façade principale. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Sincan Et je l'appuie. et c'est appuyé par M. Lavoie. À 7.5, autorisation pour l'abrogation des résolutions 2018-292 et 2023-236 concernant les versements pour fin de parc. Considérant l'adoption de la résolution numéro 2018-292 et la résolution numéro 2023-236 qui exigeait une somme d'argent à titre de versement à des fins de parc, de terrain de jeu ou pour le maintien d'un espace naturel dans le cadre de la subdivision des lots. Considérant que le permis de lotissement pour la subdivision de ces lots n'ont jamais été émis puisque les propriétaires n'ont jamais donné suite à leur demande, il est résolu que les résolutions portant les numéros 2018-292 et 2023-236, respectivement adoptés aux séances ordinaires du Conseil municipal du 10 septembre 2018 et du 3 juillet 2023, soient et sont abrogés. Je propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Jean Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. À 8.1, il s'agit de l'acceptation du dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels, temporaires ou remplaçants. Il est résolu d'accepter le dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels, temporaires ou remplaçants portant le numéro SCF-2024-08. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie Je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. À 8.2, autorisation de la grille salariale 2024 pour le personnel du secteur aquatique, camp de jour et autres personnels saisonniers. Il est résolu que le Conseil municipal accepte les ajustements de l'échelle salariale du personnel non prévu à la grille salariale du syndicat des employés municipaux de McMasterville-Tuac, section locale 501, portant le numéro RH-2024-01, et ce, à compter du dimanche 18 février 2024. Que la trésorière ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Sincan. À 9.1, il s'agit d'un octroi de contrat pour les travaux de sécurisation des déplacements actifs sur diverses rues. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres pour les travaux de sécurisation des déplacements actifs sur diverses rues, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est resté au long, que le Conseil municipal octroie le contrat pour les travaux de sécurisation des déplacements actifs sur diverses rues au plus bas soumissionnaire conforme, soit Eurovia Québec Construction, et ce pour un montant total de 1 692 170 et 64 plus taxes applicables, le tout conformément aux documents contractuels et conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt numéro 443-00-2024. Que le Conseil municipal autorise le directeur des services techniques ou des espaces publics ou en son absence le directeur général à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. Donc, c'est un projet que le conseil municipal avait dans les cartons depuis longtemps. Ça fait suite aux recommandations de l'étude d'ingénierie concernant les déplacements actifs pour se rendre à l'école La Farandole. Donc, on parle de différents travaux, par exemple la fermeture du terre-plein central sur diverses rues, du boulevard Constable, l'ajout d'intersections surélevées, l'ajout de pistes cyclables sur le boulevard Constable et sur la rue W. McMaster et Albert Gamble. Donc, ces différents travaux-là auront lieu dès cet été pour faciliter et améliorer surtout la sécurité des déplacements sur le territoire. Donc, à 9.2, il s'agit d'une autorisation pour provision pour imprévu dans le cadre de ces travaux de sécurisation des déplacements. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est resté au long, que le conseil municipal autorise une provision pour des travaux imprévus d'un montant maximal de 150 000 $ plus taxes applicables dans le cadre de la réalisation des travaux de sécurisation des déplacements actifs sur diverses rues, et ce, conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt numéro 443-00-2024, que toutes les dépenses pour les travaux imprévus doivent préalablement être approuvées selon le processus de gestion contractuelle avant d'être engagées. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 9.3, prise d'acte concernant l'octroi de contrat pour le remplacement de la chaudière au pavillon des loisirs.
Considérant le bris de la chaudière servant à chauffer une partie du pavillon des loisirs au centre communautaire intégré de McMasterville le 13 novembre dernier, considérant le règlement numéro 422-00-2020 sur la gestion contractuelle, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si resté au long, que le conseil municipal prenne acte de l'octroi de contrat pour le remplacement de la chaudière au pavillon des loisirs du centre communautaire intégré de McMasterville à la firme Les Industries Performères au montant de 49 700 $ plus taxes applicables. Je propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Jean Et j'appuie. et appuyé par M. Lévesque. Ça nous amène à 10.1, qui est l'autorisation pour le renouvellement à l'Association des camps du Québec. Considérant que la Ville souhaite continuer à offrir un camp de jour de qualité et sécuritaire afin que ces jeunes citoyens puissent s'épanouir tout en tissant des liens et en créant un sentiment d'appartenance à leur communauté, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si resté au long, que le conseil municipal autorise le renouvellement de l'adhésion à l'Association des camps du Québec pour l'année 2024, et ce pour un montant de 360 $ plus taxes applicables. Je l'ai proposé, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon, Et je vais l'appuyer. appuyé par Mme Sincan. À 10.2, autorisation pour le renouvellement de l'adhésion, cette fois à l'Association québécoise du loisir municipal. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le conseil municipal autorise le renouvellement de l'adhésion à l'Association québécoise du loisir municipal pour l'année 2024, et ce pour un montant de 375 $ plus taxes applicables, que le conseil municipal nomme Mme Tania Sincan et M. Frédéric Lavoie à titre de membres délégués auprès de l'AQLM pour l'année 2024, que le conseil nomme M. Marc-André Leblanc, directeur des services récréatifs et culturels, ainsi que Mme Roxane Bégin, technicienne en loisirs, à titre de membre officier auprès de l'AQLM pour l'année 2024. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier, Et je vais l'appuyer. appuyé par Mme Taillon. Alors, ça nous amène à la correspondance générale. Donc, les membres du conseil ont pu prendre connaissance de cette correspondance. Et enfin, la deuxième période de questions. Donc, si vous avez des questions concernant différents points qui ont été discutés lors de cette séance, ou encore d'autres préoccupations concernant la municipalité, c'est le moment de vous avancer au micro, s'il vous plaît. Salut, bonsoir. Bonsoir. Louis-Alexis Lapelle, 835 Albert Gamble. Oui, Louis-Alexis Lapelle, 835 Albert Gamble. Je pose des questions par écrit, puis je complète. J'ai posé une question sur le prolongement de la piste cyclable sur Albert Gamble, McMaster. La rue n'est pas très large, puis il y a beaucoup de logements, il y a beaucoup d'autos stationnés en permanence dans la rue. Comment vous allez mettre une piste cyclable là? On va utiliser l'emprise municipale. De quel côté? Le côté... c'est le côté ouest. OK. Donc, le côté vers Saint-Basile. Donc, le couloir va être un peu plus large que le couloir scolaire, j'imagine? Oui, ça aura 2,50 m de large. OK. Fait qu'on empiète un peu sur le côté ouest. Parce que présentement, je trouve que le couloir scolaire, quand on arrive à vélo, on ne sait plus si on doit aller à droite, comme on devrait le faire toujours dans le sens des autos, ou prendre le corridor scolaire puis faire face aux gens qui s'en vont à l'école ou les piétons. Il y a eu quelques petits quiproquos à cet effet-là, mais si vous me dites que vous empiétez un peu sur l'emprise, ça va laisser assez de place, puis il va y avoir il n'y aura pas d'auto stationné dans la piste. Bien, en fait, on va empiéter, on va reprendre l'emprise municipale, là. Okay. Donc, il n'y aura pas un gros empiètement dans la rue, à ma connaissance, là, selon les plans qu'on a vus, là. Okay. L'emprise est assez large à cet endroit-là. Maintenant, pour ce qui est de la réglementation concernant le stationnement, éventuellement, on va se pencher là-dessus. OK. Parce qu'il y a beaucoup d'autos, fait que s'il y a un côté complet... Probablement que ça va... Là, je ne veux pas m'avancer, là, mais on va évaluer la possibilité peut-être d'interdire le stationnement d'un côté de la rue, là. OK. Merci. C'est bon? Y a-t-il d'autres questions? Bon, alors ça va être court. C'est à titre de curiosité, parce que, comme je vous disais, ça fait longtemps que je suis dans la région. Puis, je ne sais pas
combien de fois des gens se sont exprimés par rapport là, au terrain là, dont il a été question beaucoup, mais il y en a beaucoup qui voyaient un parc qui longerait le Richelieu, là, comme ça se fait beaucoup dans beaucoup de municipalités. Je pense à la Chine, Dorval, Verdun. Est-ce que ça a déjà fait partie de vos cartons ou pas? C'est par curiosité, hein, je demandais ça parce que j'ai vu beaucoup d'intérêt, moi, depuis que je suis ici. Je ne peux pas compter le nombre de personnes qui rêvaient un peu à ça, là. Ouais. On veut autant que possible redonner l'accès à la rivière aux citoyens parce qu'on considère que c'est un joyau. Puis, vous avez pu voir là, des investissements d'ailleurs là, à cet égard, là, avec l'aménagement de la promenade en bois, entre autres. Là. Il y a d'autres choses qu'on souhaiterait faire. Toujours une question de moyens financiers aussi. Là. Vous l'avez vu, là, le terrain s'est vendu 240 millions. Donc, c'est sûr que McMasterville, avec son budget annuel de 11 millions, on n'a pas les moyens d'acheter un terrain de cette envergure-là. Puis, la MRC non plus. Donc, mais l'intérêt pour redonner l'accès à la rive, il est là. Puis, on va saisir toutes les opportunités possibles. Dans le cadre du PPU, il y avait des projets, entre autres, là, d'aménagement là, de places publiques le long de la rivière. Puis, on n'a pas complètement mis un trait là-dessus. Oui. Bonsoir, Isabelle Plante sur la rue du Bois-Brillant. D'abord, je veux souligner que vous êtes à l'écoute des préoccupations des citoyens. C'est ce que j'ai entendu, du moins dans le point 3.3 qui parle de la RTM, qui est le développement du transport en commun pour l'avenir de notre région ici. Petite question dans les différents considérants que vous avez. Moi, j'ai beaucoup entendu l'axe Montréal, je vais dire Montréal-Saint-Hyacinthe, là. Est-ce que c'est considéré aussi l'axe vers régional, donc la 20 jusqu'ici, puis de Chambly? Oui. Parfait. C'est vraiment la mobilité à l'échelle régionale qu'on veut qu'il soit étudié, modélisé pour voir quel va être l'impact là, d'un pôle d'emploi de cette envergure-là pour que ça soit desservi convenablement en transport collectif. Parfait. Et on va être informé de ce qui va se développer là-dedans, donc c'est à suivre. Tout à fait. Et autre question concernant la zone qui change de nom pour MXT7 et 8. On parle de quelle zone exactement? MXT7, puis là, Monsieur le directeur général, vous pourrez me corriger si je me trompe. MXT7, c'est à l'intersection de Bernard-Pilon et Richelieu. Donc, dans ce secteur-là. Et MXT8, c'est le Carrefour Laurier. Parfait. C'est ce que je voulais savoir. Merci. Un plaisir. Monsieur Beauchesne? Dans la rue Beauvoir, je n'ai pas déménagé encore. On parle souvent que le terrain de Norvolt a une valeur... pas ancestrale, mais écologique et faunique et florale. Peux-tu comparer ça à quelque chose de visuel qu'on pourrait voir pour dire, ouais, c'est pas correct de déménager ça ou c'est pas grave. Nous autres, on vient plus des régions de bois, hein. Du bois, nous autres, on en coupe, on en chauffe, fait on n'a pas de valeur pour nous autres là-dessus. Mais toi, peux-tu nous comparer à un autre terrain ou nous donner une valeur de ce terrain-là, d'après toi, ou d'après les... Écoutez, c'est un terrain, c'est une friche industrielle. Là, puis on a des vieilles photos d'archives là, de la CIL à l'époque. Puis, tu sais, il y avait vraiment des installations industrielles de très, très grande ampleur sur ce terrain-là. Là. Puis, oui, il est possible qu'il y ait des arbres plus vieux parce que la section du côté de Saint-Basile-le-Grand, c'était là où étaient les entrepôts de dynamite. Donc là, il y avait moins d'activité industrielle à cet endroit-là. Donc, il est possible qu'il y ait certaines poches d'arbres là, qui aient été conservées dans le temps. Puis si on remonte encore plus dans le temps, là, en 1878, qui est l'année de fondation de la Hamilton Powder, l'usine de poudre noire là, qui s'est installée sur ce terrain-là, c'était des terres agricoles. Il n'y avait rien du tout. Donc,
c'est ça. Le territoire change, la nature reprend ses droits, le bois est récolté, il en repousse d'autres. Ça fait partie du cycle de la vie. Puis l'analyse. Puis, je ne veux pas minimiser là, l'intérêt des milieux humides puis des milieux naturels. Loin de là. Je suis conscient, puis tout le conseil municipal est conscient de l'importance de ces milieux-là. La MRC l'est, la communauté métropolitaine de Montréal l'est, puis il y a des objectifs pour rehausser les milieux naturels dans le Grand Montréal. Puis, on va travailler dans le sens de ces objectifs-là, c'est sûr, mais ce site-là, dans le cadre d'un aménagement du territoire, il était déjà identifié pour du développement. Ça veut dire que le remplacer, c'est quelque chose de faisable à plus ou moins court terme. De remplacer ce terrain-là par un autre ailleurs, d'autres milieux humides, d'autres. Le bois, 24 000 arbres, tu as bien en planter 12 000 là, je ne sais pas. Il va avoir la même valeur dans 10 ans que maintenant, écologiquement. C'est sûr que stratégiquement, ce terrain-là, puis la raison pour laquelle là, il y avait une usine d'explosifs à l'époque, c'était un petit peu pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui, c'est que le terrain, il est à l'intersection de la rivière, puis à l'époque, c'était pas pour l'utilisation de l'eau, là, mais c'était plus pour le transport maritime et la voie ferrée. Donc, ce terrain-là, stratégiquement, pour un site industriel, il est très, très intéressant. Donc, peut-être que c'est ça, ça vaut la peine de recréer ailleurs des milieux naturels qui n'auront pas la même attractivité d'un point de vue. C'est facilement faisable. Bien, c'est facilement. Ça va prendre du temps, ça va prendre des ressources, mais comme je le disais tantôt, les milieux humides qui sont sur ce terrain-là ont pour la plupart été créés par l'homme. Oui. Donc, on peut en recréer ailleurs aussi. C'est ça. OK. Ça va être beau. Je te remercie beaucoup. Un plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, ça nous amènerait à la levée de l'Assemblée. Je vous rappelle que notre prochaine séance du Conseil aura lieu le 18 mars prochain. Peut-être que certaines personnes ne voulaient pas s'avancer au micro. Si vous avez d'autres questions, on va aller jaser avec vous après la levée de l'Assemblée. Donc, j'aurais besoin d'une proposition, s'il vous plaît, pour la levée de la séance. Je vais la proposer, M. le maire. C'est proposé par Mme Sincan. Et je vais l'appuyer. Et appuyé par Mme Taillon. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée.